Le cours qui va suivre va parler des méningites lymphocytaires. Diapo. Nous allons suivre le plan suivant. Diapo. Nous définissons la méningite lymphocytaire comme étant une inflammation des méninges induisant une réaction cellulaire fortement lymphocytaire avec un pourcentage à plus de 50%. Parlant de l'intérêt, sur le plan épidémiologique, elle est plus fréquente chez les nourrissons et le grand enfant et elle a également un caractère saisonnier, surtout pour l'étiologie virale. C'est une urgence médicale qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Et le pronostic est également en fonction de l'étiologie avec un risque de séquelles, surtout concernant la tuberculose. Les étiologies sont multiples et elles sont dominées par la tuberculose et par les causes virales dans notre contexte. Et le traitement est en fonction de l'étiologie. Parlant du diagnostic clinique, sur le plan du diagnostic positif, sur le plan clinique, chez le nouveau-né, le nourrisson, nous avons les signes généraux tels que la fièvre qui est située entre 38 et 40 degrés Celsius. Nous avons l'état général qui peut être conservé le plus souvent. Parlant des signes fonctionnels, nous avons l'irritabilité, nous avons un refus de téter ou un refus alimentaire. Nous avons des vomissements et des convulsions. Toujours chez le nouveau-né et le nourrisson, les signes physiques sont représentés par une fontanelle antérieure qui est tendue, par une hypotonie axiale avec une nuque qui est molle. On a rarement la raideur chez le nourrisson. On peut avoir une hyperesthésie cutanée. Généralement, c'est un nouveau-né ou un nourrisson qui est vraiment génial, qui est irritable. Et nous avons une somnolence. Chez le grand enfant, les signes généraux sont généralement la fièvre et parfois l'état général peut être conservé. Comme signe fonctionnel, nous avons des céphalées qui sont d'apparition brutale, qui sont constantes, qui sont intenses, diffuses, associées à une photophobie et une phonophobie, et qui sont généralement non calmées par les antalgiques usuels. Les vomissements retrouvés ici sont faciles, ils sont en jet et ils calment les céphalées. On peut avoir également une constipation. Pour les signes physiques, nous avons le syndrome méningé qui est constitué d'une attitude en chien de fusil. C'est un enfant qui est en décubitus latéral, qui est dos à la lumière et qui a les jambes fléchies avec une tête qui est légèrement fléchie en arrière. Nous avons la raideur de la nuque qui peut être discrète, mais nous retrouvons également le signe de Brudzinski qui est une flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion forcée de la nuque. Nous retrouvons également le signe de Koenig, qui est une flexion des cuisses sur le bassin. Nous avons également une hyperesthésie cutanée. Et devant ce tableau, il est nécessaire de faire une ponction lombaire, sauf en cas de contre-indications qui ont été citées dans le cours précédent. À la paraclinique, sur le plan macroscopique, nous avons un liquide céphalorachidien qui est clair, qui est tendu. À la cytologie, nous avons une hypercellularité qui est très souvent supérieure à 10 éléments par millimètre cube chez le nourrisson et chez l'enfant. Chez le nourrisson, on parle de 30 éléments par millimètre cube et très souvent avec une prédominance lymphocytaire située entre 50 et 100% et sans polynucléaire altéré. À la chimie, on peut avoir une glycorachie qui est normale ou abaissée. La protéinorachie peut être normale ou augmentée. La chlorurachie peut être normale ou basse. Et si on fait les LDH, ils sont généralement augmentés. Comme autre bilan, à la numération, nous avons généralement une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire. La CRP est normale ou peu élevée. Concernant le diagnostic de gravité, sur le plan neurologique, nous avons les signes d'encéphalie tels que les troubles de la conscience, voire le coma, les signes de localisation neurologique tels que l'atteinte des nerfs crâniens, le déficit moteur. Nous pouvons avoir un syndrome pyramidal et nous pouvons avoir une rhombe encéphalique qui est une atteinte aiguë inflammatoire du tronc cérébral et dont la sémiologie associe souvent une ophtalmoplégie externe. On peut avoir une ataxie, une aryplexie des membres inférieurs. Nous avons les troubles de la conscience. Nous avons également les troubles de l'équilibre et de la vigilance. Nous avons également les convulsions et voire l'état de mal convulsif.
Nous avons toujours, par rapport aux exercices de gravité, nous avons les troubles hémodynamiques tels que le collapsus cardiovasculaire, le choc, le purpura ou bien une coagulation intravasculaire disséminée. Nous avons des troubles neurologiques tels que les troubles respiratoires, dont la bradypnée, la pause respiratoire, l'hypoxie, la cytose métabolique, voire même l'arrêt respiratoire. Nous avons également les troubles du rythme cardiaque tels que la bradycardie, les blocs auriculo-ventriculaires, l'arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire ou des troubles de la condition pouvant exposer à un arrêt cardio-circulatoire. Nous avons également l'hypothermie et les troubles de la déglutition. Bon. Toujours dans le cas du diagnostic de gravité, nous avons des séquelles qui sont constituées principalement de l'hydrocéphalie, de l'hémiplégie, des tétraplégies et d'une commercialité. Pour la conduite à tenir d'urgence, on doit hospitaliser le malade tout en procéder à un monitorage par la surveillance de la conscience, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation en oxygène, la diurèse par la pose d'une sonde urinaire et du destro. On doit libérer les voies aériennes supérieures en cas d'encombrement. On doit également procéder à une oxygénation. Parlant de la circulation, nous devons poser les voies veineuses périphériques et procéder à un remplissage avec un bolus de sérum salé isotonique à 20 ml par kilo en 20 minutes si état de choc. Ceci peut être répété 3 fois si on note une persistance de choc et bien entendu mettre des drogues vasopressives si il y a une persistance de choc malgré 3 remplissages. En cas d'hypoglycémie, on peut mettre un bolus de sérum glucosé à 10% à la posologie qui va de 3 à 5 ml par kilo et on recontrôle le destrocin à 15 minutes après le bolus. Nous pouvons procéder à une transfusion de plaquettes à 10 à 15 ml kg, de plasma précongelé à 10 à 20 ml kg si on a une coagulation intravasculaire disséminée. En cas de convulsion, nous mettons du diazépam à 0,3 ou à 0,5 mg par kg ou du phénobarbital à 10 à 20 mg par kg. Nous pouvons procéder également à une intubation si on note un état de mal convulsif ou un coma profond. Parlant du diagnostic différentiel, comme nous pouvons penser en premier à une méningite purulente. Dans ce cas, l'analyse du LCR, la ponction lombaire amène un LCR qui est hypertendu, qui est trou, qui est louche ou franchement purulent. Nous avons également une pléocytose avec plus de 10 éléments. Et dans ce cas, nous avons des polynucléaires altérés en majorité. Comme deuxième diagnostic différentiel, nous pouvons penser à une méningite bactérienne décapitée. Dans ce tableau, il y a souvent une notion d'antibiothérapie retrouvée et avec d'autres localisations infectieuses telles que l'aspect ORL, l'aspect pulmonaire. Et l'analyse du SCR va nous montrer une hypoglucorachie et une prédominance de polynucléaires plus ou moins altérés. Le troisième diagnostic différentiel est l'hémorragie méningée. Dans ce tableau, nous avons souvent des céphalées hyperagiques, d'installation brutale associées à des troubles de la conscience et avec des signes de localisation neurologique. La portion lombaire, dans ce cas, montre un liquide céphalorachidien hématique et c'est la TDM cérébrale qui met en évidence une hyperdensité spontanée. Nous pouvons penser également à un méningisme. Dans ce tableau, le S est normal. Comme autre diagnostic différentiel, nous avons un paludisme grave dans sa forme neurologique. Ici, le S est normal et le diagnostic est conforté davantage par un TDR positif et une GOTPS positive. Parlant du diagnostic étiologique, nous devons d'abord commencer par l'enquête étiologique qui consiste à faire un interrogatoire. On commence par l'âge et le contexte particulier tel que la saison, l'épidémie de collectivité, le voyage. On recherche également des antécédents tels que la notion de contact tuberculeux, d'infection sexuellement transmissible, de terrain sous-jacent tels que le VIH et les maladies systémiques. On recherche également le mode d'installation des troubles, de la prise éventuelle de médicaments, de la notion de consommation de lait non pasteurisé. Toujours dans l'enquête étiologique, on fait un examen physique où on recherche les signes généraux tels que l'altération d'état général, les frissons, la sueur. Pour les signes fonctionnels, on recherche la toux, la rhinorrhée. On recherche également des signes digestifs tels que la diarrhée, les vomissements, des signes cutanés tels qu'une